À la demande des allumés du tango de Nantes, et avec un plaisir non dissimulé, je vais vous raconter ma découverte du tango et du festival Les Allumés dans son édition d'octobre 1992, là où tout a commencé. Je n'avais alors aucune idée que cet événement allait littéralement transformer ma vie. Certains d'entre vous étaient peut-être là déjà et auraient de quoi raconter aussi. Alors, merci de m'inviter à nouveau et de me laisser exprimer pour une fois, de façon personnelle et intime, mes débuts dans l'univers du tango. Dans ma famille, sans être mélomane, on écoutait pas mal de musique, l'air de rien, et dans un éclectisme débridé. En 1984, ma mère était revenue enchantée d'un concert d'Astor Piazzolla avec Milva au Théâtre des Bouffes du Nord à Paris. Cette musique que nous écoutions en boucle semblait m'avoir pénétré, parlait tout spécialement à l'adolescente que j'étais. Malgré des études d'audiovisuel, mes incartades professionnelles se concentrèrent autour du monde de la musique, côté coulisses. Je décidai d'écrire une série de documentaires sur l'expression d'une culture à travers sa danse, sa musique, son chant et sa poésie. C'était vraiment ce qui m'intéressait avant tout. Après quelques recherches sur différentes régions du globe, je me suis retrouvée confrontée à la nécessité de me jeter à l'eau avec un premier numéro à mener à bien. Sinon, je pouvais y passer ma vie. J'hésitais peu de temps entre le flamenco et le tango. Nous étions en 1992, l'année où Atahualpa Yupanqui et Astor Piazzolla nous faisaient faux bond. Je passais l'été au Festival d'Avignon, où j'appréciais entre autres la poésie d'Octavio Paz et le spectacle Zarzuela Historia de un Patio. C'est aussi l'époque où je dévore la biographie d'Hugo Pratt, dessinateur et fin connaisseur de l'Argentine, le père de l'aventurier Corto Maltese, intitulée Le désir d'être inutile, qui vient rejoindre quantité de stimuli qui me conduit sur un chemin non prémédité. Je profite de ma vie parisienne pour rencontrer les musiciens, chanteurs, puis danseurs argentins de la place. J'entre corps et âme dans ce curieux monde du tango. Petit à petit, grâce à une curiosité tous azimuts, je dépasse ma timidité maladive d'alors pour aller à la rencontre des autres, ce qui me porte naturellement vers toujours plus de découvertes. En octobre 1992, je me rends à Nantes, transformée à l'occasion du festival Les Allumés de Nantes en Buenos Aires. C'est un avant-goût de la Mecque du tango. Pour être au plus près de mes ressentis d'alors, je me permets de vous lire quelques extraits de mon carnet de bord qui décrit ma semaine du 19 au 24 octobre 1992 et qui a été partiellement publié dans un livre à l'époque. Nantes se met à l'heure latino-américaine, à la recherche de ses racines, du métissage des cultures, à l'odeur d'empanadas, au goût de maté, à la couleur des nuits longues et musicales. Dans le TGV qui me conduit dans cette ville transformée pour une semaine en une autre, et pour me mettre dans l'ambiance, j'ai mis mon casque sur la tête. À travers lui, j'ai mis un Roberto Goyeneche qui retourne vers le sud. La croix du Sud me manque. Cette représentation de l'espoir, ces points étoilés que l'on guette dans le ciel, comme pour se rassurer, comme un point de repère à travers nos errances. Les yeux se ferment comme pour mieux apprécier. Le cœur se resserre et l'émotion m'envahit. Cette manifestation, je l'attends avec impatience. Un peu d'empressement à me plonger dans cette semaine aux accents de bandoneon, à la découverte d'un peu de Buenos Aires et de quelques-uns de ses habitants, les porteños. Je vais donc me retrouver parmi eux, photos et interviews à l'appui, pour vous servir de guide, témoin dans la ville, à mi-chemin entre Nantes et Buenos Aires, toutes deux villes inconnues. Ce sera sans doute l'occasion aussi de la rencontre entre deux continents, deux cultures, deux personnalités. Lundi 19 octobre 1992. À la descente du train, je me retrouve, parisienne dans une ville de province inconnue, débarquant avec sac, appareil photo et une idée du tango et de Buenos Aires qui s'est largement étoffée au cours de ce dernier mois où je n'ai cessé d'écouter, de rencontrer, de me prendre d'affection et d'amitié pour le tango, l'Argentine et son peuple. J'y consacre beaucoup de temps, beaucoup de ma vie à présent.
Dans le bus qui m'amène à l'espace Gralin, véritable quartier général des allumés, je me prépare pour tenter de me faire accréditer sous divers prétextes de documentaires sur le tango, reportages photos et autres interviews pour Radio Latina. À l'arrivée, le type est tellement débordé qu'il m'accorde sans problème une carte de presse et quelques entrées gratuites. J'ai encore la carte de presse. Vers 19h, je me retrouve sur les quais où a lieu l'ouverture des allumés. Je me dirige à travers la foule, me guidant au son du tango si fin qui, petit à petit, je le comprends, émane de l'imposant cargo Melquiades. À l'avant du cargo disproportionné, les trois musiciens, dont le bandoneoniste Nestor Marconi, m'apparaissent. L'avancée massive du cargo me permet quelques photos avant l'accostage. Puis je perds régulièrement les musiciens de vue, tant les Nantais se sont monopolisés pour assister à cette ouverture, à cette mise en scène d'eau de cargo de tango. À travers la foule, je n'aperçois ni les notes ni les doigts, seulement de temps en temps la chevelure blanche de Marconi. Comme aspiré par ces notes, je laisse mon regard dans la direction des musiciens, tandis que la foule se déplace en même temps qu'une grue soulève lentement un lourd rideau de velours rouge vers cet immense pont qui domine la scène. Impressionnant. Subitement, au-dessus de nous, le rideau s'enflamme et la bourrasque de fumée s'engouffre sur le pont cheviré. La fête peut donc commencer pour ces milliers de personnes venues assister à l'ouverture des allumés. 6 nuits pour écrire. Et là, je viens de rater un spectacle, ce qui me permet d'apprécier les terrasses de tables et de bancs en bois et de goûter ces empanadas qui seront mon pain quotidien durant cette semaine. La lumière rouge a envahi jusque aux rues environnantes et FM Tango se met à diffuser du tango dans la rue. Que d'émotion d'entendre Vuelvo al Sur ou Desencuentro, un de mes tangos préférés. Plus besoin du baladeur égoïste, individualiste. Ici, tout le monde en profite. Formidable. Je dois attendre minuit pour prendre la navette qui m'emmènera au Cemento, où se produit Tangophone. Finalement, je serai la seule à en profiter. À l'entrée du Cemento, tout le monde est fouillé. Dans ce lieu, hangar déguisé, où grâce à ma carte de presse, je peux circuler librement, se tient une scène, mais aussi un bar et une exposition. Un lieu mais formidable. La scène au fond, illuminée, d'où me parvient la musique de tangophone, m'attire inexorablement. J'accède au devant de la scène avec une vision privilégiée du spectacle. Serge Amico, le bandoneoniste, est là. Je l'ai vu il n'y a pas si longtemps jouer avec Mano a Mano, Eduardo et Daniel, les premiers Argentins que j'ai rencontrés à Paris. Le pianiste Juan Carlos Cáceres est sorti avec ses lunettes noires dans ce lieu pourtant si sombre. Le meilleur moyen de passer inaperçu, sans doute. J'ai remarqué sa façon d'entamer les moments particulièrement rythmés et rapides. Il enlève ses lunettes avant de jouer la partie violente et les remet si rapidement pour continuer le morceau. C'était vraiment terrible. Le groupe de rock a commencé, le monde a s'agité et moi j'ai visité. D'ici, le bruit est fort, la lumière rouge, violente, et moi, dans mon coin, je peux continuer à coucher sur le papier mes propres émotions. Le rock argentin est assez spécial. Mélange de rock percussion avec des paroles en espagnol absolument incompréhensibles pour la débutante que je suis. Tant pis. Beaucoup de gens dansent, se remuent devant la scène au rythme des lumières et de la musique. Je n'ai pas peur dans cette ville. Pourtant, je sais que j'y reste jusqu'à 4h30 du matin. Peut-être la présence du sac photo me rassure-t-elle? Me donne-t-elle une assurance factice? Mardi 20 octobre. J'ai dormi comme une masse jusqu'à 3h de l'après-midi. Je me suis décidée à aller voir l'exposition de peinture de Guillermo Cuitca à la chapelle de l'Oratoire. Il y avait assez peu de tableaux, mais beaucoup d'originalité et de souffrance aussi. En me dirigeant vers Gralin, je suis montée dans les salles de répétition de danse pour rencontrer Nathalie Clouet, qui a permis à quelques Nantais de s'initier au tango avant même les allumés. J'y ai vu Céline, une danseuse de Paris que m'avait présentée Elio Torres, un Chilien grand amateur de tango.
Je n'étais donc pas en terrain totalement inconnu. Cette salle de tango avec la barre et le miroir m'attire. Comme pour oublier le froid, je bois un verre de lait, seul, en écrivant des cartes postales à mes bienfaiteurs parisiens. Quelques personnes discutent autour des tables, d'autres dans les cabines téléphoniques. J'ai perdu la notion du temps. Il doit être quelques heures après que les Nantais ne soient rentrés de leur travail. La journée, Nantes et Nantes. La nuit, elle ne s'appartient plus. Ces lieux respirent la vie et l'ennui. Le connu et l'inconnu se mêlent et la radio diffuse du tango dans la rue. Il est l'heure où tout commence. Cette longue nuit qui finira Dieu sait quand, qui n'appartient pas plus aux Nantais qu'aux Porteignes, qui n'est pas non plus un mélange, mais un amalgame des deux. J'ai croisé le rocker du Cemento hier soir avec son bonnet sur la tête. L'a-t-il quitté cette nuit? Pendant la projection de Tango l'exil de Gardel de Solanas, que je revois avec un immense plaisir, je reconnais la voix de Daniel Mactas, le chanteur de Mano a Mano. Sur l'image de la fille de Maria, se regardant dans le miroir avec, sur le bord cadre gauche, le poster de Paris dessiné, le même que le mien, le même aussi que José Pons a dans son bureau, en plus grand. L'exil, c'est l'absence. Ça doit être pour ça que je me sens si proche du peuple argentin. Cette absence, ce manque, cette nostalgie qui font d'eux des âmes sensibles aux douleurs, aux odeurs, à l'ouïe, au toucher, à la vue, comme s'il y avait un regard plus aiguisé, plus attentif, plus à même d'apprécier les petits riens de la vie, les gestes et les regards de tendresse, de détresse aussi. Au générique du film, j'ai remarqué Gregorio Mansour, qui sera là samedi et qui joue le rôle de Gardel. J'attends toujours devant la même cabine téléphonique pour passer un coup de fil. Je vois passer plusieurs fois un couple de danseurs. Quand la femme est seule, je l'aborde. Je les recontacterai à Paris, c'est Isabelle et Alfredo du Latina. Le libraire vient me voir pendant que j'attends mon tour à la cabine pour me dire qu'il y a un autre livre sur la littérature latino-américaine. Que d'attention. Faut dire, je suis une bonne cliente. En sortant de la projection du film Camila au 14, revoilà Roberto Goyeneche qui chante Vuelo al Sur. Je m'approche pour faire la queue aux empanadas, puis je réalise que j'ai juste assez pour le taxi. Je rentre donc le ventre creux. Mercredi 21 octobre. La conférence sur le Che Guevara a attiré beaucoup de monde, mais le débat sur la vie quotidienne à Buenos Aires en attire bien plus encore. C'est intéressant surtout en raison de la présence d'Alicia Duhovne Ortiz, bien que les émissions, les livres et mes amis m'ont déjà formé à une certaine idée de Buenos Aires. Les personnalités sont assez intéressantes et le débat animé est même humoristique. Je l'enregistre. Les propos d'Hugo Klikowski et de Moïse Ikonikov, qui affirment que le vrai tango est mort en 1945, me paraissent révélateurs. En particulier, concernant le rapport entretenu avec les mythes de cette ville. Leur part de vérité, les immigrants italiens, les proxénètes juifs, les prostituées françaises, la parole et le regard, le traumatisme de la dictature, Gardel, le tango, Maradona, le maté, le filet de bœuf, le Rio de la Plata, la psychanalyse, les femmes de Buenos Aires. Je dis bonjour à Alicia, dont je connais parfaitement la voix, à force de l'avoir entendue, dans une émission de radio d'Ève Griliquez que j'ai retranscrite et qui est si fouillée, si riche, si pleine de Buenos Aires. Elle a une vision très réfléchie sur sa ville, une véritable analyse, et je souris encore en pensant à son exposé sur les boîtes aux lettres de Buenos Aires, qui de rondes, rouges et sensuelles, sont devenues, comme en France, jaunes et carrées, symbole d'une certaine décadence sexuelle, pense-t-elle. Grâce à ce débat, je me plonge à nouveau dans mon imaginaire de Buenos Aires, de la ville en général. Chacun a le sien et il fait partie du collectif. Bientôt, j'irai confronter l'image et la réalité. Bientôt. J'ai aussi ma ville du Sud, celle que j'ai quittée pour venir à Paris comme tant de jeunes de province. Et j'y pense au Sud. Il me manque. Me falta la Cruz del Sur. La ville que je prenais pour mon passé est maintenant mon avenir et mon présent.
Les années vécues en Europe me sont illusoires. J'étais et je serai toujours à Buenos Aires, dit Borges. Quel bel hommage à cette ville, à son atmosphère si particulière grâce à ce peuple, à sa culture et à sa mentalité. Ces hommes liés à cette ville comme à un véritable cordon ombilical. Même si la nuit les rapproche, Nantes n'a rien à voir à Buenos Aires, tant au niveau de l'architecture que de ses habitants. D'ailleurs, ils ne sont pas du même côté du rideau. L'artiste argentin face à l'étudiant nantais, essayant de plonger dans ce nouvel univers à portée de main, nuit après nuit. Je participe avec bonheur à ce rapprochement pourtant peu palpable. Je profite de notre retour vers Gralin pour montrer à Lise où se passent les cours de tango de Gustavo Naveira, ainsi que la librairie, tous ces lieux investis d'un peu de Buenos Aires. Je me sens désormais à l'aise et faisant partie intégrante du foisonnement des rues de Nantes cette semaine. Les lumières rouges signalent le début de la soirée. La rue nous appartient. De retour au centre de la communication de l'Ouest, à la Tour de Bretagne qui domine Nantes, pour la conférence sur la psychanalyse, nous sommes un peu déçus par la prestation de Luis Córdoba, président de l'Association argentine de psychothérapie post-universitaire, et qui, malgré son excellent français, n'est pas à la hauteur de nos attentes, peut-être irréelles. Il me semble toucher du doigt certains aspects qui m'intriguent particulièrement, comme le besoin de savoir qui on est, d'où l'on vient, cette quête d'identité, ce besoin de repère, mais aussi la remise en bon état psychologique des victimes après le choc de la dictature militaire, cette nécessité de comprendre pour assumer sa condition d'être humain, pour retrouver une certaine dignité. Ayant perdu un peu la notion du temps et des distances entre les lieux, nous arrivons en avance au salon Mauduit. En attendant sur les marches, je chante des parcelles de tango, ce que j'ai écouté des dizaines, voire des centaines de fois maintenant. C'est dans ce grand espace rempli de tables rouges, entouré de 4 chaises, avec les bougies sur les tables jaunies par le spot orange, que nous nous asseyons un peu de côté, mais aux premières tables. Devant la scène encore dans le noir, le piano attend, la contrebasse allongée, chaises et micros installés. Le spectacle commence par le jeune Sexteto Sur, un pianiste, un contrebassiste, 2 violonistes et 2 bandoneonistes. Ils jouent entre autres Volver, La Comparsita, Muñeca Brava et un Adiós Nonino mémorable. Leur interprétation m'arrache quelques larmes et l'émotion est à son comble, comme si la musique fait remonter à la surface des moments de l'inconscient, de la mémoire. C'est vraiment superbe. Si ce n'est ce bémol, le second bandoneoniste a l'air de s'ennuyer terriblement à côté du soliste plein de vie qui ressent sa musique. L'arrivée de la chanteuse Adriana Varela, habillée en noir, comme il se doit, pleine de nuances dans la voix tour à tour haute et grave, toujours chaude, nous saisit. Elle commence par un de mes tangos préférés, Desencuentro. Puis suivent Malena, Como dos extraños, El Choclo, Muchacho. Au rappel, elle chante de nouveau Malena. Ça lui va si bien. Malena canta el tango como ninguna. Malena tiene pena de bandoneón. À l'entracte, Lise et moi discutons de nos sensations, de nos goûts, de ce que l'on vient de vivre et que nous partageons une fois l'émotion première apaisée. Vient ensuite le Baffa Trio avec son maître au bandoneon, homme fantasque, s'il en est, amoureux de son instrument, qui nous fait partager sa joie avec des sons tout droit sortis de son cœur. À l'arrivée du chanteur Guillermo Galvé, je ressens comme un décalage entre ses tangos chantés et l'interprétation qu'il en a. Il innove de par ses choix, tout en conservant les traces d'antan, comme un hommage, une reconnaissance vis-à-vis de ses pairs. La salle me paraît beaucoup appréciée. Il a ensuite remercié publiquement ses amis Jacqueline et José Ponce, présents. La soirée se poursuit avec Rubén Juárez et son bandoneon, d'un tout autre style, panachage de genre et d'interprétation. Grandiose. Cette soirée nous permet vraiment de toucher un éventail intéressant d'interprètes très différents. Ravi de savoir qu'il existe tout un tas de nuances au niveau de l'interprétation, des choix de tango. Ils ont aussi un rôle de représentants de l'Argentine,
d'un genre et le public transfère sur eux sa propre connaissance du tango. Je me suis endormie comme chaque soir en écoutant du tango, la meilleure des berceuses. Jeudi 22 octobre. Lise tient absolument à prendre un cours de danse. Aussi, après moult hésitations, je me décide à parler à Gustavo Naveira de mon documentaire dans mon espagnol bâtard. Il vient à Paris vers mars-avril. Je reprendrai contact avec sa partenaire, Claudia, qui se trouve être la sœur d'un assistant opérateur avec lequel j'ai travaillé il y a quelque temps, Pablo. Que de coïncidence. Elles me rassurent, me font penser que je ne suis pas si éloignée du but, que je me rapproche. Comme il y a toujours plus de femmes, tragique pénurie d'hommes, Lise fait la femme et moi l'homme. À nous voir deux femmes à l'opulente poitrine, nous formons un couple un peu insolite. On se concentre, tout d'abord un peu fixé sur nos pieds. Je crois même qu'on sent des progrès au niveau de la sensation des pas, du rythme, des corps. J'ai un peu de problème à guider, hein, même si je me persuade d'être un homme, les chromosomes se rebellent. Mes mains se crispent, tentant de guider ces femmes qui connaissent d'avance le pas suivant. Quand Claudia essaye avec moi, c'est tout de suite différent. Elle attend que je la guide. Normalement. Je comprends que je ne suis pas complètement un homme. Nous n'avons pas vu l'heure passer, la sueur nous réchauffait. Ici, c'est une semaine où le temps ne passe pas à la même vitesse. Le goût des nuits est différent. Au Catorza, la queue est longue pour aller voir le voyage de Solanas, la salle pleine. J'aime beaucoup le parcours initiatique de ce jeune homme à la recherche du père, pour donner un sens à sa vie. Les pointes d'ironie envers le régime politique me font quelquefois sourire, quelquefois me dérangent aussi. Nous sommes toutes deux émues par ces paysages et par cette fin, avec l'utilisation de la distance sonore entre son père et lui. Des larmes dans les yeux, l'identification fonctionne à merveille. Chaque spectateur pense à son père, vieux, éloigné, mort ou malade, absent. De retour au Cemento après 2 jours d'absence, le bouche à oreille a fonctionné, l'organisation a baissé le prix d'entrée et la foule est nombreuse, allumée. Pour décrire le Cemento, il faut simplement donner un volume d'espace avec un volume sonore et des lumières rouges, violettes, vertes et bleues dans ce hangar qui a abrité des constructions navales. Les artistes et les spectateurs font le reste, donnent vie à ce lieu un peu magique où les nuits sont plus longues qu'ailleurs. Et je suis aux premières loges. Les danseurs d'Anna Maria Steckelmann sont vraiment excellents et nous offrent un spectacle éblouissant. Ces chorégraphies complexes, largement inspirées de tango, l'utilisation des musiques redonne une force différente à cette danse. Hétéroclite et forte, cette musique de transition d'un spectacle de danse à un groupe de rock, les Blurders suivis des Los Insectos. Nous traversons le fleuve pour aller à l'exposition de Marcia Schwartz, qui nous montre des corps de femmes torturées, très dérangeants. Vendredi 23 octobre. Au Molière, à un café chic, je commence à écrire, puis en levant de temps en temps le nez de mon cahier, je revois des danseurs de tango connus des trottoirs de Buenos Aires et du Latina, haut lieu du tango à Paris. Je vais à leur table pour leur parler, et effectivement, ils gèrent l'association qui s'occupe de donner des cours de tango dans le sud de la France. Ils partent à Buenos Aires dans 5 jours, impatients, oh, comme je les comprends. Je reste à cette même table après leur départ. Il m'a semblé voir le bandoniste qui s'ennuie du Sexteto Sur. 18h57. Je suis dans ce café depuis 14 heures et quelques. J'ai vu défiler du monde, la nuit tombée. Au salon Monduit, il y a bal ce soir. Et ce lieu immense est particulièrement adapté, si ce n'est un plancher glissant. À travers les couples, je retrouve Henri et Catherine. Je fais connaissance avec Brigitte et Françoise, avec laquelle je discute toute la soirée. C'est vraiment un milieu si particulier où se trame tout un tas d'histoires invisibles aux yeux de tous. Les démonstrations alternent avec les couples qui dansent et les improvisateurs de Nathalie Clouet. Ne sachant pas danser, nous aiguisons nos yeux pour élire les couples qui nous plaisent le plus. Une fille vêtue de bleu a captivé notre attention. Elle est vraiment excellente. Les deux hommes, Coco Diaz et Gustavo Naveira,
danse une milonga endiablée des plus cocasses. Le public est séduit, nous aussi. Je fais tout de même quelques pas avec Pablo qui veut bien me faire décoller de ma chaise le temps d'un tango et d'une milonga. Je fais le raisonnable constat qu'il faut vraiment que je prenne des cours, mais je suis définitivement emballée. À la fin du bal, l'ouverture des portes sur l'extérieur nous pousse à nous déplacer dans le froid autour des braseros. Coco nous fait une démonstration de boleadores typique du folklore argentin. De retour à Paris, pour ne pas perdre l'état dans lequel m'a mise cette folle semaine, je me décide à aller voir Mano a Mano à la fin de leur spectacle, après avoir dîné avec la poétesse Luisa Futuransky. Je me retrouve entourée d'Argentins, cherchant à comprendre les conversations qui déferlent en espagnol autour de moi. Il y a même Juan Solanas, le photographe. Je vais écouter encore Tangophone au New Morning. Mes recherches et mes rencontres continuent, à Paris pour l'instant, en attendant Buenos Aires. Nantes m'aura donné un bon avant-goût et l'envie de poursuivre le chemin. Voilà, ce sont aussi les dernières années des fameux trottoirs de Buenos Aires à Paris que je fréquente régulièrement jusqu'à leur fermeture en mai 1994. 4 ans plus tard, alors que je deviens, contre toute attente, agent de musiciens argentins, Fernando Maguna, fraîchement débarqué d'Argentine pour intégrer l'orchestre de Juan José Mussolini en tant que pianiste, cherche à vendre son bandoneon. Par un extravagant concours de circonstances, je décide de le lui acheter alors que je n'y ai jamais songé et que je ne dispose ni de la somme requise, ni d'une formation musicale quelconque. Après quelques jours passés à tester l'engin, je suis dépassée par mes émotions à l'idée de m'en séparer. C'est comme si on allait m'arracher un nouveau-né. Juanjo Mussolini, touché par ma réaction viscérale, me donne alors mon premier cours de bandoneon. Je finis par me débrouiller pour trouver l'argent et fais ainsi l'acquisition de mon premier bandoneon. Durant 7 ans, je suis l'agent du bandoneoniste Juan José Mussolini et j'aurai tant d'occasions de l'écouter lui et d'autres bandoneonistes de renom. Une aubaine que je n'évalue pas tout à fait, alors que ce son s'infiltre insidieusement dans ma vie. Une saine contagion, en somme. Si j'ai appris relativement facilement à danser le tango, plus difficilement à le chanter, malgré les merveilleux cours de mon amie Sandra Romolino, j'ai toujours eu le bandoneon extrêmement retors. Malgré quelques leçons au conservatoire de Gennevilliers, j'ai renoncé pendant 10 ans à son apprentissage, ne sachant lire la musique, avant de tenter de m'y remettre, et ce, malgré mon indiscipline, mes conflits et mes découragements chroniques. En 2004, je quitte Paris pour Toulouse et toujours bossant dans la culture, je fais de plus en plus de place au tango pour y donner des conférences, présenter des films, me produire sur scène avec des lectures ou le concert Essi Piazzolla por dos avec le bandoneoniste Hubert Plessis, le ciné-concert Mosaïque d'Argentine et bientôt, avec notre toute nouvelle création, Un tango pour Lautrec sur un texte de Julio Cortázar avec la dessinatrice Nelly Baron. Le tango est partout dans ma vie et la vie continue, le bal tourne.